Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Clémence. Salut Clémence. Salut. Je suis née le 23 octobre 1991 à Aubervilliers, en Île-de-France. J'investis en Île-de-France, mais surtout dans le sud de la France, en Occitanie, à côté de Montpellier. Moi, je suis très très locatif, mais l'achat-revente, on finira par y venir, mais plutôt locatif. Mon objectif final dans la vie, ce serait d'avoir suffisamment de revenus passifs pour pouvoir partir faire de l'humanitaire. L'immobilier, pour moi, c'est la sécurité. Parce que du coup, je ne vais peut-être pas trop développer. Alors, pour moi, parce qu'il faut faire court. Ouais. Alors, pour moi, c'est la sécurité de pouvoir léguer un patrimoine à ses enfants et s'assurer aussi des revenus qui puissent nous apporter une certaine liberté dans notre quotidien et rythme de vie. Alors, j'ai envie de dire, ça change rien. Et je pourrais presque dire parfois que c'est plus facile. C'est souvent ce qu'on nous dit. Avec les agents immobiliers, tu fais un petit clin d'œil. Un petit sourire pour la négo. Et faire passer ça comme ça. Un mot pour le fun, j'ai pas vraiment de mots pour le fun. Abonnez-vous à cette chaîne. Voilà. Yes. Merci, c'est cool. Alors, Clémence, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es salariée? Est-ce que tu es entrepreneur? Quelles sont tes activités? Alors, moi, il y a pas si longtemps, c'est-à-dire il y a jusqu'à 2 mois, j'avais plusieurs activités, c'est-à-dire que j'étais entrepreneuse et salariée en même temps. Donc, en tant que salariée, en fait, à la base, j'avais mon entreprise. Mon entreprise, j'ai commencé à la créer grâce aux réseaux sociaux. En fait, j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 5-6 ans où je faisais du divertissement et en fait, j'ai commencé à avoir une communauté qui était de plus en plus grande et du coup à intéresser certaines marques qui voulaient travailler en faisant des collaborations avec moi. Donc, j'ai commencé à créer mon entreprise comme ça. Puis, ça a grandi, ça a grandi. Et le milieu des réseaux sociaux, c'est un domaine quand même qui est assez instable. Où du coup, c'est vrai qu'il y a des mois où on peut très bien gagner, et puis il y a des mois, s'il n'y a pas de collaboration ou pas de partenariat, c'est très compliqué. Du coup, j'avais besoin à un moment de plus de stabilité, et j'ai toujours eu, moi, cette envie d'investir en immobilier parce que je trouvais que d'être locataire, c'était de l'argent, en fait, les loyers, pour moi, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc, je m'étais toujours dit que le jour où je partirais de chez moi, ce serait pour un bien dans lequel j'aurais investi. Donc du coup, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir investir. Sauf que aller voir mon banquier et lui dire je fais des vidéos sur Internet, ça n'allait pas le faire du tout. Donc du coup, je me suis dit, ok, mais j'ai vraiment envie d'investir, donc je vais devoir trouver une solution. Donc je me suis dit, je vais prendre une activité de salarié en plus de mon entreprise. Donc du coup, je développais mes réseaux sociaux, je continuais mon entreprise la journée et j'ai trouvé un CDI du soir, pas très loin de chez moi, en tant que barmaid à Disney. Parce que du coup, moi, j'habite à Marne-la-Vallée. Ok, d'accord. Okay. Donc on va dire que mon rythme de vie, c'était de 8h à 16h, je bossais sur mon entreprise et puis de 17h à minuit, du coup, j'étais barmaid. Waouh. Ouais. Ouais, mais du coup, ça va finir à minuit, ça allait encore parce que ça me cassait pas trop mon rythme, je pouvais encore me lever le lendemain pour travailler et tout, donc c'était vraiment l'idéal. Et du coup, j'ai arrêté mon CDI au mois de juillet parce que j'ai fini mes investissements et du coup, aujourd'hui, je me consacre uniquement à mes investissements et à mon entreprise. Ok, top, félicitations. Merci. Donc du coup, tu as toujours cette entreprise sur les réseaux sociaux, c'est ça? Voilà, aujourd'hui mon activité elle a un petit peu changé parce que du coup j'ai changé complètement de thématique. C'est vrai que quand moi j'ai commencé j'étais un peu plus jeune et donc du coup je faisais du divertissement, de l'humour, je faisais aussi des courts-métrages, un peu plus du coup axé sur la réalisation. Et en fait il y a 2 ans maintenant j'ai changé complètement de thématique parce que j'avais envie d'apporter plus de valeur aux gens et aussi plus de valeur surtout aux femmes et donc c'est là où notre thématique se rejoint parce qu'en fait je me suis rendu
compte que moi, à côté de mon entreprise, j'entreprenais plein de projets, le fait d'investir en immobilier, le fait de créer des marques de vêtements, enfin créer ma marque de vêtements ou plein de projets à côté. Et à chaque fois que j'entreprenais un projet, je me rendais compte qu'on était vraiment très très peu de femmes. Et je comprenais pas trop. Au début, je pensais que c'était juste parce que c'était un domaine en particulier, mais en fait, dans chaque domaine où j'entreprenais un projet, on était vraiment trop peu de femmes. Et je comprenais pas en fait d'où venait ce blocage et pourquoi on était si peu de femmes finalement. Et je me suis dit que les femmes, soit se sentaient pas forcément assez légitimes, parce qu'elles pensaient que c'était pas pour elles, soit peut-être qu'il n'y avait pas assez de femmes justement qui montraient ce côté-là en disant c'est possible. Et du coup, je me suis dit, en fait, comme moi, j'ai pas de difficulté, entre guillemets, à passer à l'action et à entreprendre, quitte à me casser les dents, et je vais montrer ce que je fais. Et du coup, j'ai changé complètement ma thématique et je me suis vraiment réorientée, du coup, sur le partage de mes projets, de mes investissements, etc. Ok, félicitations, c'est cool. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, qui est hyper important aussi, le côté où tu as quand même un moment où tu as fait ton job d'entrepreneuriat et ton job de salarié en même temps. Parce que souvent on dit, l'immobilier, c'est facile, etc. machin. Mais voilà, la vie d'entrepreneuse, c'est ce qu'on essaye un petit peu de montrer aussi. Ça peut être des grosses journées, des très grosses journées pendant un temps donné. Tu sais pourquoi tu le fais, mais voilà, faut mettre la main à la pâte et il faut y aller, faut bosser. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, au mois de juillet, si vous voulez, là, moi, j'ai investi dans 2 immeubles de rapport. Et en fait, quand j'ai voulu faire financer mon 2e immeuble de rapport, j'ai présenté mon dossier à un courtier. Il m'a dit, mais si vous me présentez un 3e projet comme ça, vu votre dossier, moi, je vous trouve le financement. Okay. Et donc, du coup, j'étais un peu en mode, vraiment, pour de vrai. Donc, du coup, j'étais un peu surprise, mais moi qui voulais m'arrêter au 2e, je me suis dit, est-ce que je continuerais pas, du coup, sur un 3e? Et effectivement, j'en reviens à ce que tu disais, c'est que c'est quand même un rythme qui est très, très soutenu. Moi aussi, l'immobilier, c'est pas tout beau, tout rose. J'ai commencé à avoir aussi mes premières galères avec des dégâts des eaux et tout à gérer. Et en fait, je me suis retrouvée un peu submergée par mon CDI, et mon entreprise, et mes investissements. Et je pense que oui, c'est bien d'investir. Après, il faut le faire aussi dans le bon ordre. Ça ne sert à rien non plus de vouloir trop se précipiter. Et je me suis posé la bonne question de me dire, OK, je pourrais investir dans un 3e projet, mais j'ai déjà tellement de projets que j'arrive pas à gérer que ça va me rajouter une pression supplémentaire. Et à un moment, quelle est la priorité? Est-ce que c'est ma santé mentale ou est-ce que c'est le fait de vouloir absolument investir rapidement et pas forcément correctement? Donc je me suis dit, en fait, je suis encore jeune, j'ai le temps. Donc on va faire les choses dans l'ordre. On va déjà cadrer ce qu'il y a déjà en place. Et une fois que ça roulera un peu mieux, on verra pour un 3e projet. Mais du coup, ça revient à la question de jusqu'où on peut aller pour investir dans l'immobilier. Et je pense qu'il ne faut pas se trouver d'excuses non plus, mais faut jauger en fait. J'aime beaucoup la maturité que tu as sur le recul que tu prends sur tes projets. C'est difficile à faire, mais c'est bien que tu l'aies déjà alors que tu es si jeune, quoi. C'est cool. Yes. Jeune. Je fais plus jeune que mon âge. Je vais avoir 30 années. Donc, mais merci. Alors, on est là, du coup? Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi au départ tu as investi dans l'immobilier? Donc moi, donc je vous disais, c'est qu'en fait depuis vraiment très jeune, la première fois que j'ai voulu investir dans l'immobilier, j'avais 21 ans. Et en fait, c'est parce que je me suis toujours dit que je ne voulais pas être locataire. Que le jour où je partirais de chez moi, en fait, ce serait pour payer mon crédit de ma résidence principale. Parce que pour moi, être locataire, en fait, c'était mettre l'argent des loyers par les fenêtres. Et en fait, ça revenait à quelqu'un d'autre qui remboursait son crédit que potentiellement, moi, j'aurais pu rembourser. C'est vrai que comme aujourd'hui, on a des taux d'intérêt sur les crédits qui sont vraiment très, très bas. Et du coup, ça permet de pouvoir, en fait, finalement, le montant d'un loyer peut remplacer presque une mensualité de crédit si on fait un bon investissement. Donc du coup, moi, déjà très jeune, je savais que je voulais investir dans l'immobilier et que je voulais pas devenir locataire. Donc mon premier investissement, j'ai voulu le faire, j'avais 21 ans. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore mon entreprise, j'étais juste salariée. J'avais trouvé un bien qui était pas très loin de chez moi, qui était une bonne affaire. Et finalement, la vente ne s'est pas faite. J'avais signé mon compromis, mais la vente ne s'est pas faite parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon travail. Donc j'ai pas pu avoir mon crédit. Ah oui. Donc, ça a été mon premier échec en investissement. Donc je me suis dit, ok, du coup, il faut que je recommence tout parce que j'ai pas eu mon financement. 2 ou 3 ans après, quand j'avais 24-25 ans, je me suis dit, en fait, la vie en Île-de-France me convient pas, donc j'ai envie de partir, déménager dans le sud. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les investissements dans le sud. Et du coup, je regardais Montpellier parce que je me suis dit, je vais commencer à faire un investissement locatif dans une ville où je vais mettre à louer. Et puis après, quand moi, je me sentirai, je partirai là-bas.
Et Montpellier, c'était bien, c'était une bonne ville parce que du coup, il y avait beaucoup d'étudiants. Ouais. C'était une des villes les plus étudiantes de France, donc je me suis dit, eh ben, au moins, je suis sûre de trouver des locataires là-bas. Donc, comme je serai à distance, ce sera peut-être plus facile. Donc, j'ai commencé à regarder à Montpellier. Pareil, je trouve un bien, je fais la visite, je fais une offre et en fait, je me suis fait complètement rembarrer par le vendeur. Alors que pourtant, j'avais pas négocié beaucoup parce que je savais pas trop négocier à ce moment-là, mais je me suis fait complètement rembarrer par le vendeur. Et donc, boum, deuxième échec, ça ne s'est pas fait. Ah ouais. Et en fait, voilà, là, j'ai baissé un petit peu les bras parce que du coup, à ce moment-là, j'avais déjà mon entreprise et mon activité de salarié. Et du coup, je me suis dit, bon, ouais, je laisse tomber. Entre-temps, j'ai changé de travail, donc j'ai changé de CDI. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, il est temps vraiment de commencer à vraiment y arriver et on va pas se laisser abattre. Et donc, du coup, je me suis dit, pour faire les choses bien, parce que j'avais pas du tout de connaissances finalement en immobilier, en fait, il y avait personne autour de moi qui pouvait vraiment me conseiller là-dessus. Je me suis dit, je vais me former. Il faut que j'aille voir en fait directement les gens qui savent investir dans l'immobilier pour pas que je fasse n'importe quoi, parce que c'est mon premier investissement. Et je sais que si on veut faire plusieurs investissements en immobilier, pour les banques, le premier investissement, c'est très important. Il ne faut pas que sur le premier investissement, je me plante. Donc, je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations en ligne et en fait, ça m'a apporté énormément de connaissances et c'est comme ça que j'ai réussi à investir dans mon premier immeuble de rapport. Ok. Direct. Ouais. Je ne pensais pas que c'était possible en fait. Et j'avais, je pense, mes croyances limitantes. Pour moi, un immeuble, c'était un truc incroyable. Je ne dis pas que ce n'est pas incroyable, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Et quand justement on a les bonnes connaissances en investissement, on sait où est-ce qu'on peut investir dans des bons immeubles rentables et qui peuvent être à la portée de tous si on a les bonnes connaissances. C'est vrai que le mot immeuble fait peur. En fait, oui. Un immeuble, ça peut être de l'eau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, super. Alors, donc au démarrage, tu nous as dit rapidement, mais comment tu as ciblé les secteurs où tu investis? C'est juste parce que c'était proche de chez toi, c'est ça? Alors au début, non, c'est bête, je suis bête. Oui, t'es investi. Après, j'ai investi vraiment dans le sud. Je savais que je voulais investir dans le sud parce que je savais que c'était là-bas que je voulais partir. D'accord. Donc pour moi, ça a été forcément, je cherche un secteur dans le sud dans lequel investir. Et du coup, comme à la base, je savais que je voulais passer aussi par du locatif, je m'étais tournée vers Montpellier naturellement parce que je savais que c'était une ville étudiante où du coup j'allais trouver des locataires plus facilement. Ouais. Donc du coup après quand j'ai cherché mon immeuble de rapport, j'ai cherché un petit peu aux alentours de Montpellier, donc je suis restée en fait dans cette région-là. Et alors justement, c'est pas trop compliqué du coup parce que tu es là, tu es encore dans la vallée à Paris, ouais. Ton immeuble est à Montpellier. L'investissement à distance, ça te pose toujours plein de questions. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, ça m'a jamais posé problème. En fait, non, en fait, franchement, ça m'a pas posé problème. Je me suis juste dit, il y aura des locataires, ils vont payer leur loyer. Si demain, il y a un problème, je sais pas, il y a une fuite, il faut que je fasse intervenir quelqu'un, de par aussi les formations que j'ai faites, il y a un certain réseau qui se fait aussi dans les formations où du coup les gens qui investissent pas très loin de chez moi, ils peuvent me recommander des artisans. Donc, moi je fais intervenir des artisans ou du coup je fais intervenir mon assurance et auquel cas il faut vraiment que je me déplace. Je fais un aller-retour à Montpellier-Paris, il y a 5 heures de train, je prends mes jours de repos ou après si vraiment c'est trop compliqué à gérer, je délègue à une agence. Et en fait finalement ça s'est très bien passé franchement. Il n'y a pas eu de soucis là parce que ça fait à peu près 1 an que j'ai investi sur mon premier immeuble de rapport. J'ai eu quasiment aucun souci, mais parce que maintenant je commence à générer de plus en plus de revenus, je préfère en fait déléguer justement pour avoir le moins de travail possible entre guillemets. Et la recherche, tu l'as fait à distance et est-ce qu'il y avait des travaux à faire dans l'immeuble? La recherche, je l'ai fait à distance. Après, je suis partie faire mes visites directement sur place. Je sais que pour les agents immobiliers, ça fait quand même aussi la différence quand il y a quelqu'un qui se déplace pour faire la visite. Ils vont préférer, même au niveau du contact humain, ils vont préférer rencontrer la personne, voir si la personne elle est sérieuse et voir si la personne est vraiment motivée à aller acheter ce bien, plutôt que de faire une visite à distance. Et je pense qu'au niveau, même si le prix est quasiment kiff-kiff ou juste l'offre un peu en dessous, je pense qu'ils vont préférer le vendre à une personne qui est vraiment motivée pour avoir son financement. Donc ça, c'est la première chose. Donc les visites, la recherche, je la fais à distance. Par contre, les visites, je les fais sur place. Et après, ta question, j'ai oublié. Les travaux. Est-ce qu'il y avait des travaux?
Alors, sur mon premier bien, il n'y avait pas de travaux. Okay. C'est l'erreur un peu que j'ai fait, entre guillemets, en termes de fiscalité sur mon premier bien, c'est qu'en fait, j'ai acheté un immeuble. Bon, la rentabilité est quand même très, très cool, mais il n'y avait pas de travaux et déjà tout loué en non meublé. Ah oui. Voilà. Après, tu peux le passer en meublé si tu veux. Au fur et à mesure, quoi. Voilà. Je peux passer en meublé au fur et à mesure, ou sinon vraiment, parce que du coup, là, en meublé, je commence à avoir pas mal de biens en meublé. Pour éviter de passer en loueur meublé professionnel, j'essaye de voir peut-être plus tard pour le passer en SCI. Voilà. Bon, après, c'est des petites erreurs, mais de toute façon, il y a toujours des erreurs, mais il vaut mieux passer à l'action. Et en fait, ça n'empêche que le bien est quand même vraiment rentable, donc je m'y retrouve. Après, c'est vraiment pour optimiser encore plus mon cash flow, quoi. Ok, super. On a posé la petite question tout à l'heure dans le Combini. Est-ce que selon toi, c'est plus facile, plus difficile d'investir quand on est une femme et pourquoi? Alors pour moi, en vrai, de vrai, il n'y a aucune différence. Mais vraiment aucune différence. J'ai à aucun moment senti que j'étais soit privilégiée, soit discriminée par rapport à ça. Mais je pense quand même que si vous êtes une femme, ça peut vous arriver d'être avantagée dans certains cas. Mais vraiment, on va dire que c'est plus quand vous tombez sur des bonnes personnes. Ou c'est vrai que voilà, si vous tombez sur un agent immobilier, moi je sais que par exemple avec mes artisans, ça se passe super bien. Pourquoi? Parce qu'ils voient que je suis une femme, que je suis jeune et qu'en plus j'ai fait une bonne affaire. Et donc même eux, ils se disent franchement, ça donne envie de t'aider. Parce que tu es une jeune femme qui se démène et on voit qu'en plus, quand ils sont venus voir l'immeuble, ils m'ont dit franchement, sur d'autres immeubles auxquels on fait des travaux où c'est des hommes qui ont investi, je peux te dire que l'immeuble, il n'est pas aussi bien que le tien. Non mais vraiment. Moi du coup, je me la raconte un peu, c'est un peu une fierté pour moi. Je me dis trop cool, merci. Mais du coup, c'est vrai que eux, ils sont un peu impressionnés de voir une jeune femme comme ça, en plus qui habite pas du tout dans la région, qui arrive, qui investit, en plus sur un immeuble, parce que du coup, ça c'était mon deuxième immeuble où là, j'ai un gros chantier de travaux, où ils se disent ok, donc elle est déterre. Et donc là, forcément, ils se disent ouais, on a envie de t'aider. Mais à contrario, ça pourrait être l'inverse. Il y a des gens qui vont être comme ça, qui vont me dire ouais, nous on a envie de t'aider parce que franchement, ton projet est super cool et ça fait plaisir à voir. Mais à contrario, justement, il y a des artisans qui pourraient se dire c'est une petite jeune, c'est une femme, elle y connaît rien, on va lui faire à l'envers et on va lui proposer un devis triple de ce que ça vaut, par exemple. Peut-être que aussi dans le choix de tes artisans, tu as été bien conseillé ou alors tu as fait appel à ton réseau pour avoir les bons artisans, peut-être aussi. Voilà, oui, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça que je pense que le réseau aujourd'hui est hyper important et même au travers des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté de vouloir vendre peut-être un peu du rêve ou de montrer toujours tout ce qui est tout beau, tout rose. Alors moi, je ne pars pas du tout de ce principe-là, même dans l'immobilier. Il y a plein de petites galères que du coup, j'essaye de partager au travers de mes stories et de mes posts. Mais le réseau fait aussi beaucoup. Par exemple, encore une fois, sur mon deuxième immeuble, quand j'ai eu mon chantier de travaux, j'ai investi dans une ville qui est classée monument historique. Et donc, du coup, il y a certaines réglementations sur les travaux où je devais déposer une déclaration à la mairie pour avoir les autorisations. Et je me suis retrouvée avec cette autorisation à remplir, je ne comprenais rien du tout. Du coup, j'ai fait une story en me disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît parce que je suis même pas sûre d'avoir imprimé le bon papier. Et de là, écoute, le fait de parler de l'immobilier sur mes réseaux, j'ai des architectes qui m'ont contacté et qui m'ont dit écoute, nous, si tu veux, on te remplit ta déclaration de travaux et tu nous fais juste une petite story pour nous remercier en nous mentionnant. C'est cool, c'est cool. Ouais. Et en fait, ça, c'est super bien parce que du coup, on peut dire, voilà, ce qu'on veut, c'est que oui, les réseaux, il y a peut-être parfois, en fonction de comment on va les utiliser, un côté qui peut être un peu néfaste et un peu toxique, mais à côté, si on les utilise correctement, ça peut être vraiment très, très bien pour échanger et justement pour faire un réseau qui est vraiment cool. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, ça m'aide tous les jours. Hein. C'est incroyable. Ouais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans l'immobilier ? Je déteste par-dessus tout les dégâts des eaux. Les dégâts des eaux, franchement, j'en ai plusieurs en ce moment et franchement, c'est une galère. Parce qu'en fait, du coup, j'ai aussi investi avec mes frères sur des appartements donc en Île-de-France. Et franchement, du coup, je vois vraiment la différence entre gérer des appartements ou gérer des immeubles. Ça n'a rien à voir parce que sur les appartements, il y a des syndics. Oui. Les démarches sont très, très longues.
faut faire passer du coup parfois certains travaux en assemblée générale, donc parfois il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir faire voter ne serait-ce que les travaux. Après il faut du coup faire chiffrer les travaux, il faut que les travaux ils commencent pour après enfin pouvoir faire les travaux dans son propre appartement, donc ça prend une éternité, c'est une galère. Au niveau des assurances, les dégâts des eaux, c'est une galère, il y a 36 000 expertises à faire, donc franchement c'est un truc que je déteste, c'est les dégâts des eaux, et les dégâts des eaux particulièrement sur des copropriétés. Quand c'est sur des immeubles, je pense que c'est un peu plus facile à gérer parce que du coup, comme je suis propriétaire unique, j'ai pas besoin d'attendre de l'assemblée générale ou quoi que ce soit. S'il faut intervenir vite, je peux le faire. Mais sinon, sur les appartements, franchement, horrible. Okay. Et à contrario, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? De plus en plus, maintenant, ce que j'adore, c'est la déco. En fait, c'est pas quelque chose que j'avais forcément l'habitude de faire sur mon premier immeuble, par exemple, parce que du coup, tout était déjà loué et j'avais pas de travaux à faire. Mais là, quand j'arrive sur mon deuxième immeuble et qu'il faut que je commence à réfléchir à l'agencement, alors quel mur il faut casser pour faire quelle pièce et après quelle déco je vais pouvoir faire dans cette pièce, par exemple, là, je commence à me pencher pour faire de la courte durée. Parce que moi, du coup, je faisais que de la longue durée jusqu'ici. Et là, pour optimiser encore mes biens et mes revenus, je commence à me dire, bon, est-ce que j'en mettrai pas un ou deux en location courte durée? Et donc, du coup, forcément, pour aussi optimiser la rentabilité, on essaie de faire une déco qui soit un peu sympa, qui soit cool, qui plaise du coup aux personnes qui viendront. Donc, en fait, c'est un autre aspect que je découvre encore là dans l'immobilier et en fait, que j'aime beaucoup, ouais. Ok, c'est cool. D'accord. Tu nous parlais un petit peu de ton parcours, des formations que tu as suivies. Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont inspiré en fait justement sur la partie immobilier? Ouais, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mon mentor principal, je vais dire que c'est Christopher Wangen. C'est pas la première formation en immobilier que j'ai faite, mais c'est vraiment lui, en fait, grâce à sa formation, qui m'a permis d'investir dans les immeubles et me montrer que c'était possible. Donc, je vais le citer en premier. Après, il y a plusieurs membres de son équipe parce que du coup, après, j'ai encore plus approfondi mes connaissances avec d'autres personnes de son équipe, comme Caroline, comme Patrick, comme Mathieu, que ce soit pourquoi pas par la suite créer une société de marchand de biens ou faire de la construction ou investir dans l'immobilier commercial. Donc là, c'est encore des connaissances que j'approfondis, parce que c'est pas forcément des choses qui sont là à l'instant T mises en place, mais on va dire que c'est quand même des mentors parce que je trouve que c'est des personnes inspirantes. Après, là, ce ne sont que des hommes. Et du coup, dans les femmes, il y a donc une personne, il y a plusieurs investisseuses avec qui j'échange au quotidien, avec qui on a des parcours qui sont vraiment similaires. Donc, on s'inspire les unes les autres et on s'entraide, en fait. Donc, ça, c'est super cool. Mais si je disais que si j'avais à trouver un mentor féminin dans l'immobilier, ce serait Alison de Vivre de l'immobilier, que je trouve très accessible et franchement, au top. Elle est incroyable, cette femme. Ok, top. Donc, on dit souvent que l'immobilier n'est pas de tout repos. Tu nous as parlé de tes dégâts des eaux. Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous sortir, hormis une autre anecdote? Une autre difficulté que j'ai rencontrée, par exemple? Par exemple. Alors, ah oui, quand on pose cette question. Ouais, alors super compliqué. Une anecdote, c'est un peu drôle, mais franchement, ça a été un peu compliqué à gérer. C'est que dans un des investissements que j'ai avec mes frères sur Paris, en fait, c'est dans un quartier qui n'est pas très, très bien fréquenté. Et en fait, il se trouve que dans la cour de notre copropriété, il y avait souvent en fait des prostituées qui ramenaient leurs clients en fait pour faire leurs affaires dans la cour de la copropriété. Et en fait, c'était des coûts déjà un peu gênants pour les locataires qui vivaient ici parce que d'avoir ça, c'était un peu compliqué à gérer. Mais en plus de ça, en fait, c'est un peu un cas particulier, la prostitution en France, parce qu'on va te dire que c'est pas vraiment autorisé, mais indirectement, la police, derrière, ne fait rien. Ouais. C'est-à-dire que quand on appelait les forces de l'ordre pour leur dire, oui, il y a quelqu'un qui a intégré l'immeuble, même les locataires les appelaient souvent pour leur dire, venez, il y a les prostituées qui sont là, parce que du coup, comme c'était un quartier pas très bien fréquenté, la police savait que c'était un peu ce qui se passait ici, mais en fait, je ne sais pas s'ils ne peuvent pas agir ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dû aller porter plainte parce qu'en fait, ils fracturaient la porte ils fracturaient la porte de l'immeuble. Donc, en fait, il fallait déposer plainte les propriétaires pour qu'il y ait plusieurs témoignages qui disent que les assurances prennent la porte en charge. Mais en fait, même la police ne voulait pas prendre les plaintes, en fait.
Ah ouais. Donc c'était hyper compliqué à gérer à ce niveau-là. Donc finalement, on a réussi à faire changer la porte aux frais de la copropriété parce que sinon, il n'y avait pas de solution. Il n'y a plus de problème aujourd'hui. Mais pour la petite anecdote, c'est pas un truc courant et ouais, ça a été compliqué, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il faut être quand même gonflé pour fracturer la porte et rentrer. Alors, une fois que la porte est fracturée, effectivement, je pense que du coup, elle revient tous les soirs. Elle est contente, elle a trouvé son endroit. Mais du coup, c'est... Ouais. Après, si ça peut te rassurer, en LCD et en location courte durée, c'est très souvent qu'on entend des histoires de catins qui prennent les lieux et effectivement qui font leur business. Hein, ça arrive. Oui, ça j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. Après, je pense que indirectement, quand on fait de la courte durée, on sait que c'est le genre de choses qui peuvent arriver et même qui généralement vont arriver, je pense. Ouais. Maintenant, là, c'est vrai que c'était vraiment un appartement et même un immeuble où c'était vraiment des résidents tout le temps, que ce soit des locataires ou des propriétaires. Je pense pas qu'il y avait vraiment de courte durée et auquel cas il y avait de la courte durée, ça ne se faisait pas dans un appartement, ça se faisait vraiment dans la cour à côté des poubelles, quoi. Donc là, tu te dis bon, super. Okay, il y a peut-être quelqu'un qui louait la cour en fait, tu sais pas. C'est ça. Il y en a un qui faisait son business en bas en fait. Ouais, bah écoute. Voilà. Ok. Du coup, pour terminer, quel conseil tu donnerais à une personne qui a peur de se lancer dans l'IMO, qui ne sait pas par où commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Moi, je pense que d'avoir peur, c'est normal. Et qu'en fait, la peur, ça vient juste de l'inconnu. C'est-à-dire de ne pas savoir comment faire, d'avoir peur de faire une erreur, d'avoir peur de se faire avoir. Et en fait, je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment de se former. Parce que quand vous vous formez et que vous commencez à comprendre que c'est logique, en fait, quand ça devient logique pour vous, votre peur, elle s'en va parce que vous dites, bah oui, en fait, ça se passe comme ça, tout bêtement. Et donc, en fait, le fait de savoir comment s'y prendre, par quoi commencer, et puis même d'avoir des témoignages de gens qui sont passés par là et qui, en fait, réussissent à côté de vous, bah, le fait de pouvoir échanger avec ces gens, et bah, déjà, ça vous enlève beaucoup d'erreurs que vous auriez pu faire, que potentiellement d'autres personnes ont fait avant vous et vont vous dire, bah là, attention, moi, j'avais fait ça et ça n'a pas marché. Donc voilà, comme là, vous regardez cette vidéo, je vous explique un peu les erreurs que j'ai rencontrées. Voilà, c'est n'empêche des connaissances que les gens apprennent. Et je pense qu'en fait, la connaissance, ça enlève la peur. Mais je pense que c'est dans tous les domaines, pas que dans l'immobilier, que ce soit dans les investissements financiers, que ce soit dans le fait de lancer un projet ou une entreprise. Bah, parfois, on a envie, mais on ne sait pas par où commencer. Et en fait, ça nous fait peur parce qu'on se dit, mais si ça ne marche pas, ou si je quitte mon travail, après, comment je fais, etc. Et donc, en fait, le fait de se former et même de développer son réseau ou de prendre en connaissance, je pense que ça enlève la peur. Donc, si vous avez peur, formez-vous et ça va bien se passer. Et en avant, hop. Et en avant. Et eh ben, merci Clémence pour cet échange. Top, Merci pour ton sourire. Tu as toujours le smile quand tu parles, c'est agréable. Ah ben, merci. Donc voilà, donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ok, ça marche. Salut. Merci. Salut.